Il ne voyait pas d'issue à sa maladie. Mais par contre, il savait très bien qu'en partageant, en faisant don d'organes qui permettraient à d'autres de vivre, de continuer leur vie. Le mari d'Irène n'avait qu'un souhait au moment de mourir, donner tous ses organes pour sauver d'autres vies. Mais sa volonté n'a pas été complètement respectée. Alors que des dizaines de personnes meurent au Québec chaque année en attendant une greffe qui ne vient pas, des organes sont gaspillés. Est-ce que la population en entend parler? Est-ce que les gens qui sont en attente en entendent parler? C'est sûr que non. Pendant des mois, Enquête a tenté de suivre une transplantation, ce qui nous a été refusé. Mais par contre, on a découvert que notre système de don d'organes au Québec manque de transparence et que personne ne semble avoir de compte à rendre. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Marc était en train de jouer au tennis. Ils ont arrêté pour prendre une petite pause, ils se sont mis à jaser et tout à coup, Marc est venu pour parler. Puis il a réalisé qu'il parlait comme s'il était en état d'ébriété. Les examens ont suivi et ça l'a vraiment confirmé la sclérose latérale amyotrophique et la forme bulbaire, donc la forme la plus rapide. Donc, quand il a vu ce qui s'en venait devant lui, non, il ne voulait pas vivre. Non, pas jusqu'au bout. Donc, il a vérifié s'il pouvait avoir droit à l'aide médicale à mourir. Et effectivement, il était candidat à l'aide médicale à mourir. Donc, ça a été sa décision. Il ne voyait pas d'issue à sa maladie. Mais par contre, il savait très bien qu'en partageant, en faisant don d'organes qui permettraient à d'autres de vivre, de continuer leur vie. Est-ce qu'on s'habitue facilement à respirer avec ça? Avec une bonbonne comme ça? C'est difficile. C'est ça qui me tient en vie. Ça s'appelle le syndrome de Swyer-James-McLean. C'est une maladie orpheline, il n'y en a pas. C'est une maladie dégénératrice. Fait que moi, j'étais supposé mourir à 20 ans, puis j'en ai 56. Le matin même, on s'est rendu au centre hospitalier à Fleurimont. Et là, on patientait, on a attendu. Et à un moment donné, l'infirmière de Transplant Québec s'est présentée dans la chambre. Et c'est là qu'elle nous a annoncé que finalement, les poumons ne seraient pas pris. Pas besoin de vous dire qu'on était sous le choc. Maladie, vieillesse, accident, la mort peut frapper n'importe quand. Mais au milieu de toute cette douleur, de ce drame, il peut aussi y avoir une source de réconfort, un geste qui donne un sens à ce qui n'en a pas, le don d'organes. Puis je me dis, il y a quelqu'un qui aurait pas à avoir ces poumons-là. Puis cette personne-là, est-ce que cette chance-là, elle leur passé? Je ne sais pas. On ne le saura jamais. Aidez vos proches à faire valoir votre volonté d'être donneur d'organes au moment de votre décès. Dites-le comme vous voulez, mais dites-le. Nous sommes tous invités à signer notre carte pour consentir au don d'organes. Mais est-ce que tout sera fait pour que notre volonté en tant que donneur potentiel soit respectée et que l'une des 888 personnes au Québec dont la vie ou la qualité de vie dépend d'une transplantation pourra en profiter? Bien là, ils t'appellent et ils te disent comme tu as 2 heures pour te préparer. C'est pour ça qu'il faut que je reste ici, parce qu'à la Gaspésie, c'est 8 heures d'ici. Tu as 2 heures pour te préparer, puis tu t'en vas là-bas. Puis après ça, mais là, ils te préparent, ça leur prend 1 heure et demie. Puis là, ils greffent. Martin Thériault attend depuis près de 5 mois sa greffe de poumon. C'est le combat de ma vie, puis c'est moi qui vais le gagner. On peut sauver jusqu'à 8 vies en donnant nos organes à notre mort. Le cœur, les poumons, le foie, qui peut être divisé en 2, le pancréas, l'intestin et 2 reins.
on peut en améliorer des dizaines de plus avec des tissus comme les cornées, la peau, les os, les veines et les tendons. Le problème, c'est que les donneurs sont très rares. Il faut mourir à l'hôpital, bénéficier d'une ventilation mécanique et d'un soutien médical. Il ne faut pas souffrir de cancer généralisé ou d'infections incurables. En fait, environ 1 à 2 % seulement des personnes qui meurent à l'hôpital peuvent donner leurs organes. Bien, moi, je ne serai pas à la maison avant tard parce que j'ai une donneuse. Moi, je travaille dans les soins intensifs. J'ai malheureusement trop souvent à annoncer des mauvaises nouvelles. Puis j'ai appris très, très tôt, même avant même d'avoir fini ma formation, que d'offrir l'option du don d'organes quand on a perdu la partie pour sauver la vie de quelqu'un, pour la plupart des familles, pour beaucoup de familles, c'est une source de soulagement de savoir que, malgré le malheur qu'ils vivent, ils peuvent quand même sauver des gens. Donc, si je ne peux plus rien faire pour la personne que je devais sauver, je peux encore faire quelque chose pour cette famille-là qui souffre. Si je suis nerveux, ben, je suis toujours comme ça quand il y a un donneur d'organes. Parce que je veux que les affaires marchent bien. Bien, à chaque fois qu'il y a des organes, c'est disqualifié. Je trouve ça triste. Dans le cas de Marc Saint-Laurent, le mari d'Irène, les 2 reins et le foie ont été prélevés. Je suis pas capable d'accepter que les poumons de mon conjoint n'ont pas été utilisés. Parce que moi, je suis sûre que mon conjoint, il avait des très bons poumons. La dernière partie de tennis, ça a été le 20 octobre. Il y a eu l'aide médicale à mourir le 17 novembre. S'il n'y avait pas eu des bons poumons, là, il n'aurait pas pu jouer au tennis. Il y a un peu plus de 20 ans, le Québec faisait bonne figure en matière de don d'organes. L'indicateur utilisé le plus souvent pour mesurer la performance des pays ou des régions dans ce domaine, c'est le nombre de donneurs d'organes décédés par million d'habitants. J'ai rencontré tous les corps de travail de mon hôpital. Le symbole qui représente la cause du don d'organes. Ça va être une source de soulagement. S'ils souhaitent faire le don d'organes, quand les gens ont une greffe et que ça va bien. Le docteur Pierre Marcellet est profondément engagé depuis des années dans la cause du don d'organes. Aujourd'hui, en raison de problèmes de santé, il travaille de chez lui. J'ai besoin d'un scan thorax, abdomen, pelvien. Malheureusement, ça me fait mal de le dire. Au Canada, le Québec a été un chef de file jusqu'à il y a quelques années. Et puis, à un moment donné, on a perdu du terrain. Juste pour donner un exemple, en 2000-2001, le Québec était au-dessus de la France. Et aujourd'hui, la France est loin devant nous. C'est comme si nous, on fait du surplace depuis une vingtaine d'années. L'écart est encore plus marqué avec des pays comme l'Espagne et les États-Unis. Nous sommes en dessous de la moyenne canadienne, notamment lorsqu'on se compare à l'Ontario. En 2019, avant la COVID, le taux de donneurs par million d'habitants était de 26,1 chez notre voisine, comparativement à 21,3 pour le Québec. Bonjour, Mme Lavigne. Bonjour, ça va? Il y a eu 2 moments où le Québec aurait dû élargir son bassin de donneurs d'organes. Ici, on a les donneurs par million de population au Québec, du début des années 2000 jusqu'à 2006, alors qu'on ne faisait que les donneurs après décès neurologiques. Jusqu'en 2007, on ne prélevait des organes que sur des donneurs en état de mort cérébrale. Mais cette année-là, on a aussi commencé à le faire après des décès d'origine cardio-circulatoire. Puis en 2010, Québec adopte une loi qui oblige les directeurs des services professionnels des hôpitaux à signaler tout donneur potentiel. Mais rien de tout ça n'augmente le nombre de donneurs de façon significative. Ça n'a pas bougé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est saturé. On n'est pas capable de faire plus. Attention, on traverse avec le foie. La partie qui s'en va à la poubelle. Alors là, on prend le foie qu'on va transplanter. Quand on fait des sondages pour dire « Seriez-vous prêt à donner vos organes », au-dessus de 90 vont dire oui. Alors, c'est pas que les Québécois sont pas prêts à donner, c'est que l'organisation, puis ça, c'est beaucoup, l'organisation, bien, on fait pas nécessairement le maximum pour être capable de rester en tête de liste. Depuis 2016, les Québécois peuvent avoir recours à l'aide médicale à mourir. Et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir faire don de leurs organes.
Mais on peut se demander si le Québec réussira cette fois à profiter de cette nouvelle occasion d'augmenter les dons d'organes. On a rencontré une veuve, Irène Trépanier, dont le mari a eu recours à l'aide médicale à mourir et il a voulu donner ses organes. Et finalement, les poumons n'ont pas été retenus pour des raisons que cette dame-là s'explique mal. Est-ce que ça vous étonne, ça, ce genre de situation-là? Je suis pas étonné. Est-ce que c'est acceptable? Non. Un, c'est trop. Puis on sait qu'il n'y en a probablement pas eu juste un dans ce genre de situation-là. Est-ce que la population en entend parler? Est-ce que les gens qui sont en attente en entendent parler? C'est sûr que non. Mais je serais curieuse de savoir combien d'organes. Parce qu'on n'entend jamais parler. Combien d'organes qui, finalement, qui étaient viables, qui n'ont pas été utilisés. Ça, j'aimerais ça le savoir. J'aimerais ça le savoir. C'est une très bonne question et après la pause, on va tenter d'obtenir des réponses. On se questionnait, OK, pourquoi ce rein-là n'a pas été transplanté? Pourquoi il a été refusé? Pourquoi ses poumons? Et on adressait la question à chaque fois qu'il y avait un donneur. Quand quelqu'un meurt à l'hôpital et peut et veut donner ses organes, ça doit absolument être signalé à Transplant Québec. Mais souvent, ça ne se fait pas. On manque des occasions de sauver des vies et personne ne le sait. Et ça, pour des médecins qui sont spécialisés là-dedans, qui croient aux dons d'organes, c'est inacceptable en 2022. Alors, on met les bottes en suède. Oui, il n'y a Ceux-là. pas de soleil. Ouais. Ceux-là. Qu'est-ce que tu veux mettre? Mon manteau avec ma cape. C'est vraiment... Tout ton monde s'écroule. Hein? C'est surtout la perte de ton autonomie. La sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie neurodégénérative qui... les muscles s'atrophient. Ça nous empêche d'utiliser nos jambes, d'utiliser nos bras, d'utiliser notre salive, nos muscles dans la gorge s'atrophient aussi, ce qui fait qu'on n'est plus capable d'avaler et on n'est plus capable de respirer. C'est quand je vais être rendue à ma limite d'être capable de respirer et d'avaler que vous allez décider d'y aller. Quand ce moment viendra, Lynne Thibouteau aura recours à l'aide médicale à mourir. Et elle espère donner ses organes, même s'il lui faut pour cela se rendre à l'hôpital et renoncer à mourir dans le confort de sa maison. Puis surtout, j'ai appris avec Transplant Québec que maintenant, notre famille va savoir quels organes ont été donnés. Fait qu'ils vont savoir vraiment que j'ai été utile jusqu'à la fin de ma vie. Le 17 novembre 2020, peu de temps avant de recevoir l'aide médicale à mourir, Marc Saint-Laurent et sa conjointe Irène se font expliquer les raisons pour lesquelles les poumons ne pourront pas être prélevés. On m'a mentionné qu'ils ne pouvaient pas prélever les poumons parce qu'il manquait de matériel pour faire fonctionner un appareil qui fait comme un traitement aux poumons avant de les greffer. Là, je disais, voyons, ça n'a pas de sens. Cet appareil, c'est le système de perfusion ex vivo pour le poumon. Cette technologie avant-gardiste développée à Toronto permet d'évaluer et de stabiliser des poumons une fois qu'ils sont à l'extérieur du corps humain. Le Centre hospitalier universitaire de Montréal, le CHUM, qui est le seul à faire des transplantations pulmonaires au Québec, l'utilise depuis 2014. Dans les cas d'aide médicale à mourir, l'utilisation de l'appareil ex vivo est obligatoire au Québec pour éviter des tests trop invasifs sur des donneurs encore vivants. Ce sont des donneurs vivants, donc ils ne veulent pas toujours venir à l'hôpital pour passer plusieurs tests. Alors nous n'avons parfois que des informations limitées. La machine ex vivo permet une évaluation bien plus précise. Le docteur Marcelo Saipel fait partie de l'équipe qui a mis au point l'appareil de perfusion ex vivo.
Le programme de transplantation de poumons du Réseau universitaire de la santé de Toronto est l'un des meilleurs au monde. Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère. Nous ne faisons pas qu'évaluer les organes avec l'ex vivo. Nous réparons maintenant des poumons endommagés. Comment un grand centre de greffe, le centre de greffe au Québec, manque de matériel? C'est inconcevable. C'est des vies qui sont au bout de ça, là. Irène Trépanier refuse d'en rester là. Elle va exiger des explications. Mais d'abord, un petit cours accéléré pour comprendre à quel point le processus qui mène à un don d'organes est complexe. À part dans les cas liés à l'aide médicale à mourir, où c'est prévu d'avance, c'est une course contre la montre qui nécessite une coordination colossale. Le personnel de l'hôpital doit d'abord identifier le donneur, puis vérifier auprès de Transplant Québec s'il a accepté de donner ses organes. En pleine crise, il faut ensuite approcher les familles et obtenir aussi leur consentement. Transplant Québec doit alors identifier un receveur compatible selon les listes d'attente et de priorité et contacter le médecin spécialiste du receveur pour voir s'il accepte l'organe pour son patient. S'il y a plusieurs organes potentiels, il faut contacter plusieurs spécialistes. Il faut ensuite trouver les chirurgiens pour prélever les organes et les chirurgiens pour les transplanter. Pendant ce temps, il faut faire des tests et maintenir les organes en vie. Si le donneur n'est pas dans un centre désigné de prélèvement, il faut le déplacer dans un autre hôpital. Les chirurgiens des hôpitaux où seront greffés les organes doivent s'y rendre pour prélever les organes tous en même temps et vite repartir vers leur hôpital pour les transplanter. Enfin, il faut trouver une salle d'opération pour le prélèvement et une ou plusieurs pour les transplantations. Tout ça le plus rapidement possible pour éviter la détérioration des organes et le découragement de la famille qui risque de changer d'avis. Quand on vous parlait avec des gens qui font cette sorte de travail et on commence de faire des études et de se parler, on voit qu'il y a des moments où on a des manques et c'est partout dans le processus. Hi guys. La docteure Samara Zavalkov travaille aux soins intensifs de l'hôpital de Montréal pour enfants. C'est en côtoyant de jeunes patients en attente d'une greffe d'organes qu'elle a commencé à se poser des questions sur le système de dons et de transplantation d'organes au pays. C'est des patients qui sont là pour des semaines, des mois, et ça devient comme une partie de notre famille ici. Parce qu'on sait que l'attente est toujours longue et on commence de poser la question, quand est-ce que la greffe va arriver et ça va venir de où et comment le système fonctionne pour que cet petit enfant va recevoir leur deuxième chance à vivre. Pour l'intensiviste pédiatrique, le premier problème survient à l'étape de l'identification des donneurs potentiels. Si mon collègue à Edmonton ne pose pas la question à la famille, malheureusement, leurs proches et à la fin du vie, il y a une autre patient en Calgary, à Ottawa, qui est sur la liste d'attente, qui peut mourir, qui peut avoir des complications parce qu'il attend plus longtemps. Mais on ne le voit pas parce que c'est pas en avant de nous. On ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur visage. C'est un événement qui ne devrait jamais arriver. Depuis 2010, on l'a dit, la loi au Québec oblige les hôpitaux à signaler les donneurs potentiels. Mais les statistiques de Transplant Québec indiquent que certaines régions en réfèrent très peu par rapport à leur poids démographique. Un exemple, Laval. Ces hôpitaux ont référé 1 % des donneurs de la province en 2021. Pourtant, la région représente 5 % de la population québécoise. La loi existe, mais c'est comme si on ne la faisait pas appliquer. On ne l'observe pas. Ça fait aucune différence dans le taux de dons d'organes au Québec, avant et après. Il y en a beaucoup qui ne savent pas que la loi existe. Donc, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de ne pas respecter la loi. Et aussi, la loi, il n'y a pas de mécanisme d'enforcer la loi. Puis si on n'évalue pas un donneur au Québec, ça paraît pas, hein? Tu sais, je veux dire, ça va juste être un décès, puis c'est tout. Est-ce qu'on sait combien de donneurs au Québec on rate chaque année?
On est en train de s'améliorer, notre capacité de dire ça. Mais donc, dans le moment, on ne pourrait pas me donner un chiffre, là, de dire on a manqué l'année dernière tant de donneurs après révision des dossiers médicaux. Non, pas précisément, surtout parce qu'on est en train de réviser nos critères aussi. Merci. Pourtant, ces données sur les donneurs et les organes manqués, on les a colligées pendant un certain temps au Québec. Les docteurs Lallier et Marcellet faisaient partie de ces comités qui relevaient de Transplant Québec. J'étais sur ces comités-là qui évaluaient à chaque mois tous les décès dans les hôpitaux, puis on regardait les décès qui avaient été manqués. On se questionnait, OK, pourquoi ce rein-là n'a pas été transplanté? Pourquoi il a été refusé? Pourquoi ses poumons? Et on adressait la question à chaque fois qu'il y avait un donneur. Ce genre d'exercice-là, on l'a fait pendant 10 ans, de 2006 à 2015. Mais pourquoi on a mis fin à ces comités-là en 2015? Il faudra demander à ceux qui ont mis le comité. Les dirigeants de Transplant Québec de cette époque ne sont plus en place. Mais l'organisme nous écrit que par rapport aux efforts considérables consentis en temps et en ressources, ces comités apportaient peu de gains significatifs. Irène Trépanier croit que les poumons de son conjoint Marc Saint-Laurent ont été gaspillés. Elle veut que les responsables lui rendent des comptes. Bien, ici, dans une réponse que j'ai reçue là, d'un dirigeant du CHUM, c'est que pour lui, bien, je pourrais vous le lire textuellement. Écoutez, c'est écrit « Dans les circonstances entourant le don d'organes de votre conjoint, l'équipe de transplantation pulmonaire a jugé que le risque était significatif. Les conditions des organes chez un patient maintenu artificiellement en vie, aux soins intensifs, par exemple, en vue d'une transplantation, n'est pas la même que celle d'organes prélevés suite à l'aide médicale à mourir. Il n'y a pas de garantie que la possibilité de l'appareil ex vivo aurait changé le cours des événements. » C'est la réponse que j'ai eue. Le CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Montréal, laisse donc entendre que les poumons venant de donneurs décédés à la suite de l'aide médicale à mourir seraient plus problématiques. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on constate ailleurs. Nous avons fait près de 50 greffes de poumons provenant de donneurs qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir. Et vraiment, il s'agit d'organes de très bonne qualité. Mais à partir de ce moment-là, si un chirurgien, mettons, voulait pas des poumons de mon conjoint, là, c'est le rôle de Transplant Québec. C'est Transplant Québec qui, normalement, devrait offrir justement les organes qui sont refusés ici au Québec, les offrir à une autre province. Alors, automatiquement, ils nous sont offerts, puisque nous sommes le centre de transplantation le plus proche. C'est comme ça qu'on a eu plusieurs donneurs venant du Québec. Mais Transplant Québec a informé Irène Trépanier que les poumons n'ont pas été offerts à l'extérieur de la province. Après ces réponses, Irène reste convaincue que les poumons de son mari étaient viables. Le jour de son décès, il a même effectué quelques pas de course. Écoutez, les voisins, à 5h30 le matin, le voisinage était sorti dehors pour saluer Marc pour une dernière fois. Fait que là, Marc a mis son manteau, il est parti, puis il est allé à l'encontre des voisins, il est allé les saluer une dernière fois. Il a même fait des petits pas de course. Salut, M. Marc. Notre enquête sur le don d'organes se poursuit après la pause. Au Québec, on avait une formule unique au pays pour les dons d'organes, un centre dédié pour les prélèvements à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Mais ce centre-là, il faut en parler au passé. Il n'existe plus. Chicane de clocher, rémunération des médecins. Est-ce qu'on l'a fermé pour les bonnes raisons? Je demanderai à tout le monde d'observer, s'il vous plaît, une minute de silence. À mon avis, on avait un joyau. Et on était même les avant-gardistes. On a réussi à ouvrir les portes qu'il fallait pour rendre une chose possible. On avait un joyau, on avait probablement un des meilleurs systèmes au monde, puis on l'a brisé.
Québec. Le docteur Pierre Marcellet fait référence au Centre de prélèvement des organes qu'il a créé à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, plus communément appelé le CPO. Un projet pilote qui a existé entre 2013 et 2019 en réponse à des problèmes identifiés depuis longtemps dans l'organisation du don d'organes. Tant qu'un donneur d'organes va être une source de soucis, puis une source de compétition de ressources dans un hôpital, ça va décourager les professionnels. Je vais donner les ressources à celui qui est vivant, je peux encore sauver le vivant. Puis le donneur cadavérique sera toujours perdant parce que lui, il est mort, puis la personne à sauver ou les personnes à sauver sont loin, on les connaît pas. Le projet pilote de Sacré-Cœur était unique au Canada. Pour favoriser le don d'organes dans un système de santé déjà surchargé, l'idée était d'avoir des services centralisés. Le CPO offrait 2 lits aux soins intensifs et une salle d'opération dédiée entièrement au don d'organes, avec des équipes de garde 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Qu'est-ce que ça changeait pour un chirurgien en transplantation là, d'avoir un centre comme Nous, celui-là? c'était la qualité de vie. OK? Parce que à Sacré-Cœur, comme il y avait une salle d'op qui était dédiée, ils ne bumpaient pas aucun autre. Donc, s'il y avait une autre urgence, une césarienne ou n'importe quoi, la salle du don fonctionnait. Le Centre de prélèvement des organes s'attire des éloges. La responsable des dons d'organes et de tissus à Swiss Transplant vient même à Montréal pour s'en inspirer. Je me suis dit oui, c'est ce qu'il nous faut, avec un bon accompagnement des familles déjà, avec également une bonne prise en charge des donneurs, avec ce bloc dédié, avec cette équipe qui ne s'occupe que des donneurs d'organes, c'est exactement ce qu'il nous faut. On a fermé le CPO en 2019. Selon vous, pourquoi? Pourquoi? Parce que on avait, au départ, tout le monde appuyait... Est-ce qu'on a le droit de garder silence dans une entrevue? Mais la ministre, elle affirme que les résultats et la rentabilité du CPO n'étaient pas au rendez-vous. Ça, c'est froidement réducteur, Monsieur le Président. C'est un langage administratif pour dire que la CPO, ça coûte trop cher. Nous ne pouvions pas laisser une rémunération 3 fois plus élevée qu'ailleurs au Québec pour les mêmes résultats, Monsieur le Président. Pourquoi on a fermé ça? Il y a eu des très bonnes années. Il y a eu des autres années où c'était très semblable aux autres centres. Donc, on a fait une révision de ça avec le gouvernement. Et le gouvernement a décidé que l'investissement, comme c'était structuré, ne valait pas la peine. Le projet de la vie professionnelle de Pierre Marcellet vient de s'écrouler. Catastrophé, il passe des heures à scruter les rapports d'évaluation du ministère pour comprendre leurs conclusions. Selon lui, ils sont truffés d'erreurs. Ce que vous avez constaté, c'est que les chiffres sont pas bons. Là. Souvent, il y a des erreurs. Données sont pas... Il y a des erreurs qui, malheureusement, peuvent orienter des gens, quand ils regardent ça de façon critique. Ouais. Ben non, le CPO n'a pas conféré davantage, mais c'est parce qu'ils basent leur analyse sur des erreurs. En 2016, le docteur Marcellet a réussi à convaincre le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette, de préserver le CPO en lui présentant son analyse rejetant les conclusions du ministère. Le docteur Marcellet me disait, puis ça, j'aimerais ça peut-être que vous le confirmiez, il m'a dit, le docteur Barrette, c'est un des seuls qui a pris le temps de vraiment regarder les données. Tout le monde qui était présent a reconnu que mes affirmations étaient vraies et que les performances du centre étaient supérieures à ce qu'on disait. C'est un fait. OK. Ça, vous pouvez me confirmer ça? Je vous le confirme. Au cours des 2 premières années, 388 organes ont été transplantés en provenance des donneurs prélevés au centre de prélèvement d'organes. Le centre de prélèvement a permis de transplanter 388 organes, alors que le plus proche rival en avait fait 218 et le suivant 194, et ainsi de suite. Le CPO desservait 1 300 000 personnes, mais en 2015, Transplant Québec réduit ce bassin à 840 000. Le nombre de donneurs potentiels diminue et la performance du centre s'en ressent. Nous avons parlé à plusieurs personnes qui ont été mêlées au dossier du Centre de prélèvement des organes. Au-delà des raisons officielles pour expliquer sa fermeture, il y a aussi eu tout un jeu de coulisses. D'abord, autour des primes d'environ 1 million de dollars par année qui étaient versées à l'équipe de médecins spécialistes de l'hôpital du Sacré-Cœur. Vu de l'extérieur, on ne peut pas savoir qu'il y a eu des guerres de clochers. Et je vous dirais même qu'il y a eu des jaloux, parce qu'il y avait des sous attachés à ça. Pierre Marcellet. On nous a aussi confié que des grands hôpitaux universitaires trouvaient que le CPO leur portait ombrage
Et enfin que la personnalité intense de Pierre Marcellet en dérangeait certains. Bien, idéalement, ça serait de le faire à soir. Si on fait la biopsie ce soir, à soir, on sait quand est-ce qu'on s'en va au bloc. Oui. En même temps, mettez-vous pas des ennemis. Mettez-vous personne à dos à cause de ça. Si ça fait trop de problèmes, sinon... On commence à faire de l'anxiété. Alors ça, c'est un drame, à mon avis, pour l'individu, mais c'est aussi dramatique pour la société et certainement pour ceux qui, dans la société, sont visés, les patients en attente de greffe. Durant les années d'existence du Centre de prélèvement des organes, on a constaté une hausse du nombre de donneurs d'organes au Québec et une baisse après sa fermeture en 2019. Quelle influence a eu le CPO sur ces résultats? Difficile à dire. La crise de la COVID-19 est venue brouiller les cartes. Pour améliorer la performance du Québec en don d'organes, le gouvernement mise plutôt sur le déploiement dans les hôpitaux de médecins coordonnateurs en don et en transplantation d'organes. Là où ils sont présents, Transplant Québec constate une hausse dans l'identification des donneurs. Leur nombre devrait passer de 10 à 32 cette année. Mais ça ne règle pas tous les problèmes. Je ne sais pas où ça a chopé. Je ne sais pas. Mais il est arrivé quelque chose du fait qu'on a perdu ce donneur-là. Un des patients du neurochirurgien Jean-François Giguère est décédé récemment à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Le patient avait exprimé son désir de donner ses organes et son conjoint était d'accord. Mais le cas ne pouvait pas être traité avant plusieurs jours. Parce qu'on me dit qu'il y avait en même temps plusieurs donneurs en même temps qui ne peuvent pas faire face à la demande. J'ai l'impression que c'est un problème de ressources. Et là, on m'a dit que la famille n'était pas capable de continuer ce deuil-là pendant plusieurs jours, donc ils ont décidé une extubation unilatérale et un décès, sans pouvoir donner les organes. Selon Transplant Québec, le temps requis pour procéder au prélèvement des organes est le principal obstacle au consentement des familles. Parce que souvent, ces délais-là, c'est parce qu'on n'a pas de ressources pour envoyer quelqu'un pour traiter la demande. C'est inacceptable que quelqu'un qui souhaite donner ses organes, on n'est pas capable de traiter le dossier. On est obligé de perdre ce don, ce cadeau là, qu'ils sont prêts à offrir, juste parce qu'on n'a pas de ressources pour traiter le dossier. En 2014, ce délai d'attente entre le consentement de la famille et le prélèvement des organes était en moyenne de 35 heures. L'an dernier, il avait plus que doublé. Le temps d'attente moyen était de 86 heures. Au retour, Irène rencontre Lucie, qui se pose les mêmes questions. On nous parle tellement de l'importance des dons d'organes. Partout, on nous dit il faut signer nos cartes, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis la journée que ça arrive, ça marche pas, ça fonctionne pas. Quelle ténacité quand même d'Irène Trépanier qui multiplie les démarches pour comprendre pourquoi les poumons de son mari n'ont pas été prélevés. Mais elle n'est pas seule, Irène, parce qu'avec l'aide médicale à mourir, il y a de plus en plus de proches qui sont témoins des ratés du système et qui demandent des comptes. C'est de la routine. Comme hier, il faisait beau, j'étais prendre une marche au parc. Ben pas en fou, là. Ça m'a pris une demi-heure aller-retour. D'habitude, ça prendrait 10 minutes. Là. Faut que j'arrête à toutes les comme 100, 200 pieds, faut que j'arrête. C'est ça qui est désolant, tu sais. Faut que quelqu'un meure pour qu'on vive. C'est ça qui est désolant un peu. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de respect et de gratitude que nous sommes réunis pour rendre hommage aux donneurs d'organes et de tissus du Québec, avec beaucoup d'émotion aussi. Chaque année, l'Association canadienne des donneurs d'organes et de tissus organise une grande cérémonie pour honorer les donneurs et leurs familles, ainsi que les policiers bénévoles qui assurent le transport des équipes médicales et des organes. À titre posthume, il est résolu que le titre d'ambassadeur de la santé... En 2021, 144 personnes au Québec ont donné leurs organes après leur décès. Moi, j'ai toujours dit, s'il m'arrive de quoi, je donne mes organes. Puis là, lui, il a dit, bien, moi aussi, je vais faire pareil. Quand mon mari a décidé de donner ses organes, nous autres, on pensait que c'était comme dans les films, là. Tu sais, tu décèdes, puis là, tout peut se donner.
Mais c'est pas mal plus complexe que ça. Le mari de Lucie Vachon, André Massot, a demandé l'aide médicale à mourir le 28 juin 2021. Il est décédé 3 jours plus tard. Il était aussi atteint de la SLA, plus connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig. Il avait 57 ans. On a recommuniqué avec Transplant Québec. Après? Oui. Puis là, c'est là que moi, j'ai su que le foie n'était pas assez beau, que le pancréas n'avait pas été gardé non plus, que les reins, ça avait été un succès, puis que les poumons, bien, on ne pouvait pas les donner parce que le délai entre le temps qu'on a décidé d'obtenir l'aide médicale à mourir et le temps qu'on a communiqué avec Transplant Québec, ça donnait pas assez de temps pour trouver un receveur, faire les tests appropriés pour valider les poumons et ainsi de suite. Quand tu décides de donner des organes, tu t'abandonnes au domaine médical. Tu t'informes pas parce que tu dis c'est eux autres les experts. Mais il y a encore des lacunes. Irène Trépanier a poursuivi ses démarches. Elle a fait appel à un avocat pour obtenir les dossiers médicaux de son mari. Bonjour, Chantal. J'ai reçu de la part du CHU Fleurimont les documents qui prouvent que les poumons de mon conjoint étaient bons. OK. Marc avait passé des tests à 2 reprises en fonction respiratoire. Nous avons montré les documents au Dr Seipel, le chirurgien thoracique de Toronto. Il confirme que rien dans ce dossier n'indique que les poumons n'auraient pas pu être prélevés. Un autre chirurgien, Marc Deperreault, est du même avis. Basé sur le rapport du scanner, des fonctions pulmonaires, l'historique, il n'y a rien de particulièrement alarmant. Pourquoi alors n'ont-ils pas été prélevés? Irène Trépanier espérait enfin obtenir une réponse claire dans les documents de Transplant Québec. Cher Transplant Québec, écoutez, oui, j'ai demandé le dossier, puis écoutez, ça a été non. Non. Votre demande a été traitée en application de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Et suite à notre analyse, nous concluons que nous ne pouvons pas vous transmettre les documents relatifs à votre demande d'accès en raison de l'article 41 de la loi sur le secteur privé. Ils se disent qu'ils sont un organisme privé, mais dans le fond, privé, oui, c'est vrai peut-être, mais qui vivent de subventions que monsieur, madame, tout le monde paye avec leurs impôts. Est-ce que c'est normal, ça, ou que les gens n'aient pas de réponse claire à ce genre de questions-là? Pour moi, comme représentant de Transplant Québec, premièrement, je ne suis pas au courant des détails du cas. Et même si j'étais au courant des détails du cas, je n'aurais pas le droit d'en parler. Et la décision, pour ça, ça reste chez les programmes de greffeurs. Mais d'avoir des discussions où on peut vraiment discuter le pourquoi de ça plus en détail, je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'on fasse ça mieux. La critique ne va pas juste à Transplant Québec. Je suis pas sûr qu'il y a un choix gouvernemental de dire oui, le don d'organes doit être une priorité ministérielle et on va mettre les fonds qu'il faut pour faire ça. J'ai déjà donné une conférence où j'étais seul. Il y avait une personne dans la salle. Tout le monde était à comment on va traiter un ACV en 2022. C'est normal, les gens veulent soigner du monde pour qu'ils guérissent. Ils veulent pas prendre soin de quelqu'un qui est déjà perdu. Et on sait qu'il y a à peu près à chaque année 250 Canadiens qui vont mourir sur la liste d'attente. Et si on peut couper ça, c'est des gens, c'est des amis, c'est des voisins. Transplant Québec demande un débat public sur le don d'organes, comme il y en a eu sur l'aide médicale à mourir. Tout est sur la table. Consentement présumé, rôle de la famille dans la décision, révision de la loi pour imposer plus d'imputabilité et de reddition de comptes, financement et accès aux soins intensifs et au bloc opératoire, toujours problématique. Puis aussi, ça me touche énormément qu'on se rencontre aujourd'hui. Parce que, premièrement, quand on vit ça, on a l'impression qu'on est toute seule. C'est vrai. Moi, ce qui m'a beaucoup semblé similaire à nous, ça a été le rejet des organes à la dernière minute. Parce qu'on nous parle tellement de l'importance des dons d'organes. Partout, on nous dit il faut signer nos cartes, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis la journée que ça arrive, ça marche pas. Ça fonctionne pas. En autant qu'elles demeurent anonymes, les familles peuvent communiquer entre elles par l'intermédiaire de Transplant Québec. Dear Donor Family, I wanted to write sooner.
However, I could not find to appropriately express my gratitude for the gift. OK. Beau cadeau. I think about you and your family every day. Fait que ça, moi, c'est du C'est receveur. court, mais ça veut tout dire. Ah oui. Est-ce que je peux être certaine qu'on va tout faire pour que mes organes soient utilisés? Est-ce que vous pouvez être certaine? Non. Il ne faudrait pas que ce doute-là se mette dans la tête de tous ceux qui signent une carte, puisqu'il y a plein de gens qui ne signeront pas. Si votre famille n'est pas au courant que vous n'avez parlé, n'est pas au courant que vous avez signé chez le notaire la carte ou les affaires, la famille peut encore dire non. Est-ce que je peux être certaine qu'on va tout faire pour que mes organes soient utilisés? Toutefois, oui. Est-ce qu'on va être certain à 100 qu'ils vont être utilisés? Non. Est-ce que je veux avoir les ressources pour garantir que ça va jamais arriver? Complètement. L'état de situation du don d'organes aujourd'hui est tel que nous n'avons pas créé les circonstances pour s'assurer que les organes prélevables chez une personne arrivent à chaque opportunité. Si vous mourrez demain matin, il faut que vous ayez la chance de tomber dans un hôpital où il y a des médecins qui vont savoir non seulement vous reconnaître, vous stabiliser, et aussi accepter et d'avoir la bonne façon d'approcher votre famille. De le faire avec empathie, de le faire avec sensibilité. Il n'y a pas de groupe de défense des donneurs d'organes, les patients étant décédés la plupart du temps. Mais la hausse des dons d'organes dans un contexte d'aide médicale à mourir vient changer la donne. Les familles sont davantage présentes durant tout le processus et donc témoins. Et elles commencent à poser des questions. Autant que Marc, de faire don d'organes, c'était sa mission, autant que moi, ma mission, c'était de le dénoncer puis d'essayer de faire avancer des choses pour plus que ça se reproduise. Je lui ai dit de partir en paix. Puis mon conjoint me connaît, puis je suis sûre que dans sa tête, il s'est dit « Elle va s'en charger, elle va régler ça ». J'espère que vous avez apprécié le reportage de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête.